pour cet exercice, on se donne P et N deux entiers naturels ordonnés. On suppose que P est plus petit que N. On se donne deux matrices non carrées a priori, une matrice de MNP de K et une matrice de MPN de K. Et on suppose que le produit matriciel AB, qui est une matrice de MNN, une matrice carrée, a cette forme-là. Ici, j'ai un bloc d'identité, et ensuite j'ai trois matrices qui permettent de combler les différents trous. Donc là, la matrice nulle, par exemple, elle a N-P ligne et P colonne. Les autres matrices sont des matrices avec, pour C, par exemple, P ligne et N-P colonne, et celle-ci, elle va récupérer N-P ligne et N-P colonne. La matrice D est une matrice carrée. Alors on vous demande de calculer D, puis de calculer DA. Alors pour calculer D, on voit pas trop où l'énoncé va en venir, parce que on a l'impression qu'on n'a aucune information pour pouvoir calculer cette matrice. Et pourtant, ici ce qu'on a, c'est pas n'importe quelle matrice, c'est la matrice AB. Pour pouvoir transférer le problème sur les applications linéaires, je vais considérer l'application petit a, canoniquement associée à la matrice grand A. Donc je vous rappelle que c'est une application linéaire qui est définie sur Kp à valeur dans Kn. Et je vais considérer l'application linéaire petit b, canoniquement associée à la matrice grand B, qui elle est une application linéaire définie de Kn dans Kp. Je peux donc dire que la matrice AB, cette matrice-là, est donc la matrice dans la base canonique Cn de Kn, de l'application A rond B, puisque j'obtiens ici une application qui est définie sur Kn à valeur dans Kn, donc j'obtiens ici un endomorphisme de Kn. Seulement, si vous regardez ce que nous donne l'inégalité de Sylvester, l'inégalité de Sylvester nous dit que le rang de A rond B, il est inférieur ou égal au minimum du rang de A et du rang de B. Or, si vous regardez les inclusions universelles, l'image de B est incluse dans Kp. On obtient donc que le rang de l'application A rond B est donc plus petit que le rang de B, et donc plus petit que P. Or, si vous regardez comment se constitue la matrice, elle est échelonnée selon les P premières lignes. Puis après, on a la matrice D qui a a priori quelconque. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à échelonner cette matrice. Et qu'est-ce que je peux obtenir? Eh bien, si je fais des opérations élémentaires sur les dernières lignes de cette matrice, avec comme but d'échelonner la matrice D, je vais obtenir une unique matrice échelonnée réduite par ligne, équivalente par ligne à la matrice D. Donc je vais récupérer ici une matrice IP, ici un bloc nul, ici une matrice échelonnée réduite équivalente par ligne à la matrice D, et ici la matrice C. Donc là, je vous rappelle que je fais des opérations élémentaires qui me permettent d'échelonner et de réduire la matrice D. La matrice que j'obtiens ici, c'est une matrice échelonnée réduite. Donc, pour calculer le rang de la matrice AB, il me suffit de compter le nombre de pivots de cette matrice. Eh bien, j'en ai P ici, puisque j'ai la matrice identité, plus le nombre de pivots de la matrice R, c'est-à-dire, autrement dit, le rang de la matrice R. Or, on sait que le rang d'une matrice, c'est le rang de n'importe quelle application linéaire qui la représente, peu importe ses bases. Donc le rang de A rond B, c'est aussi le rang de la matrice AB. Or, ce rang de A rond B, on vient de démontrer qu'il est inférieur ou égal à P. Donc on obtient donc que cette quantité est inférieure ou égale à P. Comme le rang ici est un nombre positif ou nul, on vient de prouver que le rang de A rond B, il est aussi supérieur ou égal à P. Donc que le rang de l'application linéaire A rond B est aussi supérieur ou égal à P. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout cela? Déjà, on en déduit que le rang de la matrice AB, qui est égal au rang de l'application linéaire A rond B, est égal à P. Mais du coup, on en déduit que le rang de la matrice R est nul. Donc, que la matrice R est donc bien la matrice nulle, puisque l'endomorphisme qu'elle représente, ici c'est un endomorphisme de Kn-P dans Kn-P, eh bien c'est l'endomorphisme nul, donc la matrice R est nulle. Donc, comme R est l'unique matrice échelonnée réduite par ligne équivalente par ligne à la matrice D, si la matrice R est nulle, la matrice D est également nulle. Donc là, on vient de calculer D, c'est vraiment une question traquenard. On se dit, mais on n'a aucune information pour calculer D. L'information, elle est là. Elle est dans le membre de gauche. Ici, on n'a pas n'importe quelle matrice. On a un produit de matrices qui ne sont pas des matrices carrées, donc on peut exploiter une information pertinente. Bon, alors maintenant, on nous demande de calculer la matrice BA. Là, pareil, on se dit, on n'a pas beaucoup d'informations pour calculer BA.
Si, et je vais conserver quelque part les applications linéaires canoniquement associées et réécrire ce qui est intéressant dans cette matrice-là. La matrice AB, on a déjà exploité que je pouvais la voir comme la matrice dans la base canonique de l'application linéaire A rond B. On a des informations intéressantes à puiser dans cette matrice, puisque l'on sait par exemple que A rond B du premier vecteur de la base canonique de Kn que je vais appeler E1, jusqu'à A rond B du vecteur EP, eh bien ça va se décomposer uniquement par rapport au vecteur E1, EP, sous une forme simple, puisqu'on va récupérer un ici et un ici. Donc ça, c'est le bloc d'identité qu'on récupère dans la matrice, et c'est juste cela que je vais chercher à exploiter, puisque de toute façon, on ne maîtrise pas du tout les coefficients de la matrice C. Donc on va s'arrêter là. Donc dans ce bloc-là, ici, les coefficients sont nuls, ici, les coefficients sont nuls. Donc si vous exploitez juste les colonnes que l'on peut exploiter, on va récupérer A rond B de E1 qui est égal à E1, etc. A rond B de EP qui est égal à EP. Or, nous, comme on veut des renseignements sur la matrice BA, on cherche des renseignements sur l'application linéaire B rond A. Donc on voit que ça paraît assez légitime d'appliquer B à cette relation. On récupère B rond A rond B de E1 est égal à B de E1, etc. jusqu'à B rond A rond B de EP est égal à B de EP. Or, si vous utilisez quelque part l'associativité de la composition, ces expressions-là, vous pouvez les réécrire B rond A appliqué à B de E1 jusqu'à B rond A appliqué à B de EP. Ce qui vous permet donc de dire que pour n'importe quel indice I compris entre 1 et P, B rond A appliqué au vecteur B de EI est égal au vecteur B de EI. Donc on voit que l'application B rond A, elle coïncide avec l'identité sur tous les vecteurs B de EI. Des B de EI, j'en ai en nombre P. Et l'application B rond A, elle est définie sur Kp, puisque si vous regardez comment est construite cette application, l'ensemble de départ de B rond A, c'est Kp, l'ensemble d'arrivée de B rond A, c'est Kp, puisque c'est l'ensemble d'arrivée de B. Moralité, pour connaître entièrement cette application linéaire, il suffit de la connaître sur une base de Kp. Donc sur P vecteurs linéairement indépendants. Or, cette application, on la connaît justement sur ces vecteurs-là. Et on sait d'ailleurs que sur ces vecteurs-là, elle coïncide avec l'application identité. Vous imaginez, si cette famille est une famille libre, on aura démontré que B rond A coïncide avec l'identité sur une base de Kp. On aura donc démontré que B rond A, c'est identité, et la matrice BA, ça sera donc automatiquement l'identité. Donc la clé maintenant de l'histoire, c'est d'étudier la famille B de E1, etc. jusqu'à B de EP, et poser la question, est-ce que, par hasard, cette famille n'est pas libre? Bon, on va le vérifier. On se donne des scalaires alpha 1 jusqu'à alpha p, des scalaires dans K, tels que alpha 1 B de E1 plus, etc. jusqu'à alpha p B de EP est égal à 0. L'objectif est de démontrer que les alpha i sont nuls. Bon, on sait tout de suite où on va aller chercher les informations. On va aller les chercher ici. Nous, on a un renseignement pertinent sur l'image par A de ces vecteurs-là. Donc, on va appliquer A pour obtenir que alpha 1 A rond B de E1 par linéarité de A plus alpha P de A rond B de EP est égal à 0, puisque A de 0 est égal à 0 étant donné que A est linéaire. Et ce qu'on obtient ici, c'est une combinaison linéaire des vecteurs EI, c'est-à-dire des P premiers vecteurs de la base canonique de Kn. Or, comme c'est une famille extraite de la base canonique, elle est évidemment libre, donc la liberté de la famille des EI entraîne que alpha 1 jusqu'à alpha P est égal à 0. Donc je le répète, la famille de E1 jusqu'à EP est libre, puisqu'elle est directement extraite de la base canonique Cn. Moralité. On vient de démontrer que cette famille est une famille libre. Bilan. Cette famille comporte P vecteurs. Tous ces vecteurs-là sont dans un espace vectoriel de dimension P. On a donc P vecteurs formant une famille libre dans un espace vectoriel de dimension P. C'est donc une base. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a ici que l'application B rond A, elle est égale à l'application identité de Kp sur les B de I. C'est-à-dire que ces deux applications, elles coïncident sur une base.
Or, si deux applications linéaires définies sur Kp coïncident sur une base de Kp, ces deux applications linéaires sont égales. On récupère donc que B rond A est égal à l'identité de Kp. Mais si ces deux applications linéaires sont égales, elles ont la même matrice dans la base canonique. Or, la matrice dans la base canonique de B rond A, base canonique ici évidemment de Kp, c'est la matrice BA. Donc la matrice de B rond A, c'est la matrice BA. Et la matrice de l'identité de Kp dans la base canonique de Kp, c'est la matrice IP. On a donc bien récupéré notre résultat. On vient donc bien de démontrer, en passant aux applications linéaires, que la matrice BA, c'était la matrice identité. Donc un exercice assez déstabilisant, notamment la manière dont est posée la première question. Voilà, boum, calcul D. Je trouve ça assez déstabilisant, je trouve ça assez joli comme exercice. Ne vous laissez pas déstabiliser.